tempérament où je voulais du coup éliminer tout le monde. tout simplement. Je voulais tuer tous les humains qui étaient cons. C'était un peu mon rêve à cette époque. Azef, c'est un podcast de conversation. Il est né d'un lieu mental réel, un lieu qu'on connaît souvent depuis l'enfance. C'est comme un entre-deux. C'est pas l'imaginaire, c'est pas le rationnel non plus. C'est un espace où les idées se créent avant les mots. Certains appellent le monde imaginal. Beaucoup d'entre nous ont appris à s'en couper, parce que ce monde-là ne rentre pas bien dans les cases. Parce qu'il rend sensible, différent et parfois solitaire. Dans Azef, on parle de ça, de ne pas toujours savoir comment faire avec ce qu'on perçoit. Mais aussi on parle de la créativité qui en découle, des mondes qu'on imagine et qu'on finit parfois par créer. La pensée créative ne progresse pas en ligne droite. Elle bifurque, elle associe, elle explose parfois. Ces conversations vont sûrement suivre ce mouvement. Les personnes qui vont accéder à cet espace connaissent souvent entre elles, sans trop savoir pourquoi, avant les mots, avant les étiquettes qu'on se met. Aujourd'hui, on parle d'intelligence non normée. Avant, on n'avait pas les mots. On faisait juste comme si. J'ai 58 ans, j'habite à Lisbonne. Est-ce qu'on pourrait revenir en arrière, le plus loin que tu puisses aller quand tu étais petit? Et est-ce que tu pourrais me dire à quoi tu pouvais jouer pendant des heures, un de tes jeux préférés quand tu étais tout petit? Alors, j'ai grandi en Tunisie. Quand j'étais tout petit, je passais beaucoup de temps dehors. Bah, j'ai toujours été fasciné par la nature. Donc, vu qu'il n'y avait vraiment pas grand-chose à faire en Tunisie, je passais beaucoup de temps à regarder la nature, les chats, les fourmis, les abeilles. Je pouvais me concentrer pendant des heures sur ce qui se passait autour de moi. Une abeille qui butinait une fleur, des fourmis qui transportaient tout leur matériel dans leur nid, enfin plein de choses qui se passaient autour de moi qui pouvaient m'absorber. Ah, l'univers des fourmis. Ouais, Tu as lu le livre de Weber, Les fourmis? non, non, j'ai pas vu le livre, non. Ah, si. Admirer et décortiquer leur monde, lis-le. Alors à l'époque, quand j'étais petit, je me racontais des histoires. Est-ce que tu arriverais là à te souvenir? Bah, j'étais un peu dans des trucs de science-fiction, donc je m'imaginais qu'avec une loupe, je balançais des rayons laser sur les fourmis en utilisant le soleil. Donc j'étais pas très très sympa hein, quand j'étais petit. J'étais dans un monde plutôt violent, donc c'était plus, tu vois, si je voyais un film de science-fiction où il y avait Goldorak qui balançait un rayon laser sur quelqu'un, moi j'étais Goldorak et j'utilisais une loupe pour balancer un rayon laser sur une fourmi. C'était un peu les histoires que je me racontais. D'accord. Donc, J'étais beaucoup moins gentil que maintenant. donc tu étais plus en version Dieu qu'en version collaborateur des fourmis. Ouais, à cette époque-là, ouais. Maintenant, je serais plus collaborateur des fourmis, de loin. Je me rappelle, j'étais sur la terrasse de ma grand-mère en Tunisie, il y avait des fourmis un peu partout. Et, euh, et puis à l'époque, si tu veux, tu engrangeais que les fourmis, tout ça, c'était des animaux nuisibles parce qu'ils rentraient dans la cuisine, ils rentraient dans la bouffe, tout ça. Donc c'était plus un truc à détruire. En même temps, j'étais fasciné par leur organisation et je les voyais dès qu'ils se rencontraient, communiquer entre eux et ensuite il se passait des informations, tout ça. Mais en même temps, il fallait détruire ce truc-là parce que c'était un truc nuisible, parce que ça faisait chier ma grand-mère dans la cuisine. Est-ce qu'il y avait à cette époque-là un endroit où tu préférais jouer? Un endroit où tu te sentais safe, où tu pouvais rentrer dans tes imaginaires longtemps? Soit dans le jardin chez moi, parce qu'on avait une villa en Tunisie, c'était toujours quelque chose qui était à l'extérieur, dans la nature, mais dans une nature, à l'époque, dans une nature plutôt contrôlée, tu vois, un jardin, pas en pleine forêt ou pas un truc. Encore une fois, c'était à l'époque. Aujourd'hui, c'est totalement différent, mais à l'époque, il fallait quand même que je sois derrière des murs, tu vois, qu'il n'y ait pas un bordel qui puisse se passer autour de moi. Mais encore une fois, la Tunisie n'étant pas un pays super safe, voilà, t'es un peu dans cet état d'esprit. C'était pas une violence de crime, bien qu'il y avait ça un peu, c'était une violence d'ambiance que tu trouves souvent dans les pays arabes. Ça va du très doux au très violent très rapidement. Dans les familles. À l'intérieur de la cellule familiale, donc dans la rue, ben, tout ce qui se passe dans la cellule D'accord. familiale
se reproduit dans la société. Donc, si tu as une cellule familiale qui est violente, la société va être violente. Et la cellule familiale, en général, dans les pays arabes, est assez, ou en tout cas à mon époque, on parle des années 70, c'était quand même assez violente. Est-ce que tu te souviens à quoi tu rêvais quand tu avais cet âge-là, ou même jusqu'à un peu plus tard? Oui, alors ouais, super-héros, c'est un truc bah, tu vois, lié aux fourmis, le truc Goldorak, qui tout d'un coup a des super pouvoirs parce que je me sentais assez powerless étant petit. En plus, c'est des sociétés qui respectent pas les enfants. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, enfin depuis un certain temps, l'enfant est roi, il est élevé, tout est autour de lui. Quand j'étais petit, l'enfant avait le droit de fermer sa gueule, quoi, en gros. Et on faisait ce qu'on nous disait de faire, sinon il y avait des conséquences pas cool. Et donc oui, j'avais des rêves où je prenais un pouvoir pour changer des choses ou pour éliminer des gens. J'étais assez, j'étais assez primaire, tu vois. En Tunisie, je voyais les gens, ils arrivaient à la plage, ils déballaient toutes leurs ordures et ils laissaient leurs ordures sur la plage, ils se barraient, ils laissaient du plastique. Et moi, à 6 ans, je ne sais pas si j'avais déjà une truc écologique, mais ça me semblait absurde et criminel de... Je dis, mais je comprends pas, c'est des gens qui viennent sur la même plage avec leur famille toutes les semaines. Pourquoi est-ce qu'ils vont laisser leur pot de yaourt, leur canette de coca pourquoi, enfin, qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour penser que c'est normal de laisser ça comme s'il y avait quelqu'un qui allait nettoyer? Ils savent très bien que personne ne nettoyait. Et, et donc, ils revenaient dans leurs propres ordures. Et donc, les plages étaient jonchées de... Et ça me révoltait, ça me rendait fou. J'avais un tempérament où je voulais du coup éliminer tout le monde. Tout simplement. Je voulais tuer tous les humains qui étaient cons. C'était un peu mon rêve à cette époque. C'était vraiment à cette époque, hein, encore une fois, il y avait une vraie ambition de tu vois, violent. Tu vois, c'était pas un truc. Ouais, c'est un truc qui existait autour de toi, quoi. Ouais. J'ai toujours eu très peu de tolérance pour la bêtise humaine, parce que je considérais moi être la bêtise humaine, selon mes Ouais, ouais, critères. bien sûr, ouais. Parce que je suis sûr que moi, je pense que tu es toujours le con d'un autre, donc je devais sûrement être le con de quelqu'un. Mm. Mais moi, je voulais tuer les gens qui étaient cons pour moi. Et c'était des adultes ou des enfants, les cons, pour toi? Je discriminais pas, il y avait des cons chez les enfants, chez les adultes, c'était non discriminant. Est-ce que tu avais des obsessions particulières? Des trucs sur lesquels tu pouvais penser des heures ou faire des heures? Oui, j'avais une obsession, mais alors c'était bizarre parce que j'étais petit, j'avais 6 ans. Je commençais à peine à lire. Je lisais les encyclopédies avec des images qu'il y avait chez ma grand-mère. Et j'étais obsédé par la physique. J'étais obsédé par la structure atomique par rapport au système solaire. Ah, oh. Je me posais plein de questions en me disant, mais comment ça se fait que les électrons qui tournent autour des protons et des neutrons, donc du noyau atomique, comment ça se fait que ça ressemble au système solaire? Et du coup, est-ce que nous, notre système solaire, c'était pas un atome aussi? Est-ce qu'on faisait pas partie, je parlais vachement de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, et, et je posais des questions aux adultes, mais il y avait très peu d'adultes qui rentraient dans mon délire et qui pouvaient comprendre ce dont je parlais. Euh, et donc, ouais, c'était vraiment ça, quoi. Je me plongeais. Il faut se remettre dans le contexte. C'était les années 70. Il n'y avait pas de télé. Il y avait peut-être 1 heure de télé par jour. Il y avait très peu d'accès aux livres. Tout était l'accès il n'y avait pas de cinéma. L'accès à la connaissance était très compliqué. Donc, le cerveau des enfants, c'est des cerveaux d'éponge. Et donc, moi, j'avais besoin de nourrir, tu vois, cette curiosité d'enfant. Et donc, je me plongeais dans ces encyclopédies et surtout dans le côté physique. Mm. J'étais très dans la physique et dans la biologie. Je me posais beaucoup de questions sur ce qui se passait au niveau atomique et j'essayais d'en parler à mes potes qui me regardaient comme si j'étais un grand taré qui voulait jouer avec leur petite voiture.
Et moi, les petites voitures, ça me cassait les couilles. Ça m'a jamais fait rigoler. Les camions, les voitures, les trucs. Je jouais 5 minutes avec eux pour leur faire plaisir et ensuite je repartais dans mon monde intérieur par rapport à ça. Tu sais que, enfin, je pense que quand tu es dans un endroit où ton imagination n'est pas stimulée artificiellement, comme c'est le cas pour les enfants aujourd'hui qui sont devant des écrans, qui ont accès à des images toute la journée, bah, tu dois te la faire. En fait, c'est pour ça que moi, maintenant, je sais que c'est vachement important de laisser les enfants s'ennuyer, parce que les parents de notre génération qui emmènent leurs gosses d'une activité à l'autre, qui les laissent pas une demi-seconde s'ennuyer. Alors, soit tu as un écran, soit tu vas faire du judo, soit tu vas faire de la danse, soit tu vas faire du cheval. Enfin, je sais pas, tu as toujours une activité à faire. Moi, j'ai très peur qu'on perde la capacité d'imagination. Et avec l'IA, ça risque d'être encore 100 fois pire, tu vois. Mais j'ai eu quelque part la chance de m'ennuyer sérieux de l'âge où je peux me rappeler, on va dire 4 ans jusqu'à 13 ans que je parte de Tunisie. Ouais, je m'ennuyais grave. L'hiver, l'été, pas tellement, il y avait toujours des trucs à faire. Mais l'hiver, je m'ennuyais grave. Ouais, il fallait donc. Je lisais par exemple des bandes dessinées et je la lisais rapidement au début, ensuite normalement, ensuite lentement. Donc vraiment, je recyclais parce que c'était chiant. Enfin, tu pouvais pas rentrer dans un magasin et t'acheter des bandes dessinées comme ça. C'était très compliqué. Comment tu palliais à ça autrement alors? Bah, les autres moyens, c'était de jouer avec les d'autres enfants. Tu joues avec d'autres enfants, tu te construis des mondes, tu te construis d'autres mondes, tu vois. Et j'avais un cousin en particulier qui avait un imaginaire très développé, donc bon, les trucs habituels de gosse. Donc on était le cow-boy, les Indiens, le cosmonaute, enfin tous ces trucs-là. Lui, il avait un imaginaire, il était à fond dans ça. Ça commençait toujours par on dirait que toi tu serais et que moi je serais, tu vois. C'est ensuite Mm. ça partait dans les délires. Ou on dit, moi je disais on fait comme si, d'où le titre de ce Ouais. que je suis en train de faire, ouais. Et est-ce que tout ça, ça te poursuivait dans tes rêves ou pas? Non, moi je me rappelle des rêves récurrents. C'était mais que plein de gens ont. C'était le rêve de voler, et le rêve de tomber. Mm. J'avais souvent ce rêve récurrent où je mettais mes bras comme ça et je pouvais voler et me retrouver au-dessus des gens ou que je tombais. Et en général, tomber, ça me réveillait. Voler, pas tellement, mais tomber, ça me réveillait. Oui, est-ce qu'il y avait un boulot qui t'intéressait à cette époque-là, même si c'était pas bien précis ou fantasmé? Pilote d'avion. Ah. Et le meilleur ami de mon père était pilote d'avion. Et de temps en temps, le week-end, on prenait un petit avion, on allait piloter avec lui. On a même traversé, on a fait un Tunis-Nice sur un monomoteur. Je pense que c'est un truc que je ne referai plus aujourd'hui. Un vol qui dure 1 heure, un vol commercial a duré 3 heures et demie, tu vois, sur un monomoteur. Ça bougeait dans tous les sens. Évidemment, quand tu es petit, tu suis les adultes et tu penses qu'ils savent ce qu'ils font, tu vois. Et voilà, on a fait un Paris, un Tunis-Nice en 3 heures et demie. C'était assez incroyable. Et j'ai adoré cette impression de voler, plus l'aspect technologique du truc. Tous les engins volants me fascinaient. Hmm. Les avions, oui, dès que je rentrais dans un avion, j'étais comme un dingue. Est-ce qu'il y a dans ta scolarité des moments particuliers ou est-ce que ça a été smooth? J'ai toujours été un très bon élève. Hmm. J'étais assez compétitif, donc j'étais toujours entre le premier, deuxième ou troisième de la classe. J'étais plus deux ou trois que premier. Je trouvais toujours une fille dont j'étais amoureux, qui était première de la classe. C'est marrant parce qu'il n'y avait jamais un premier de la classe, mais c'était toujours une fille qui était première de la classe. Et donc j'étais jaloux et en même temps amoureux d'elle. Et et c'est un truc qui m'a toujours suivi, j'ai toujours été très attiré par les femmes intelligentes. On appelle ça un sapiosexuel. Ah, j'ai vu Euh, un truc hier là-dessus, ouais. ouais, l'intelligence est quelque chose qui m'attire énormément. Et je me rappelle depuis que je suis à l'école, la première de la classe était toujours quelqu'un de très spécial pour moi. Mais j'étais très angoissé.
Donc, j'étais pas entre premier et troisième bon élève smooth. C'était vraiment, c'était assez dans la douleur et dans l'angoisse. Et tu travaillais beaucoup, quoi. Et je travaillais beaucoup et je regardais même tout petit, mes parents et ma grand-mère me prenaient pour un fou. Mais j'avais lu quelque part en méthode d'apprentissage que si tu, si tu écoutais la leçon la nuit pendant que tu dormais, ça s'imprimait de manière différente dans ton cerveau. Donc j'avais un petit magnétophone et je me lisais, tu vois, la leçon, je sais pas, d'histoire ou de géographie ou de peu importe. Et je voulais absolument m'endormir avec le truc. Et ça marchait? Je sais pas. Je sais que mes parents n'étaient pas d'accord et me prenaient pour un taré, mais moi, il fallait vraiment que je le fasse. Il fallait que j'utilise toutes les techniques possibles pour me rassurer. Est-ce que tu as vu quand tu étais enfant que tu étais différent des autres? Ouais. Alors, je me sentais différent déjà à plein niveau parce qu'on était juifs grandissant en Tunisie, un pays arabe où il y avait beaucoup d'antisémitisme. On devait cacher qu'on était juifs pour pas s'en prendre plein la gueule. Et à un moment, quand le truc est sorti, ça a été l'horreur. Donc, c'était pas juste de la paranoïa. Donc, à ce niveau-là, je me sentais différent. J'avais un secret que je pouvais pas vraiment dire à mes copains, tu vois, Ouais. tunisiens arabes. Alors que nous, on était juifs tunisiens et que enfin, on n'était pas français, c'était un pays, on était dans le pays depuis bien avant les Arabes, en fait, Mm. moins de 2500 ans. Donc il y avait ça, mais surtout je me sentais différent en termes de mes curiosités. Et déjà à l'époque, mes meilleurs amis étaient des filles, beaucoup plus que des mecs, parce que les mecs, je les trouvais très prévisibles, un peu limités, un peu cons, tu vois. Donc j'avais le côté très mec où je jouais au foot dans la rue, Ah, quand un même. des grands. Ouais, 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 non, je jouais au foot dans la rue, on se balançait des pierres dans la gueule, c'était assez violent, hein, donc se balancer une pierre dans la gueule, c'était pas un truc complètement dingue, tu vois. C'était une activité normale dans la journée, se battre, se mettre des coups de poing dans la gueule, des trucs comme ça, c'était pas un problème. Donc j'avais cet aspect complètement, tu vois, mec. Mais je pense qu'il était plus lié à mon environnement. Mais dans mon monde intérieur, j'étais plus obsédé par la biologie, la physique, même l'histoire, tu vois. Je trouvais la géographie pas tellement, mais l'histoire. Bien que j'adorais regarder des globes, tu sais, et les faire tourner et me demander comment c'est en Indonésie, comment c'est en Australie, tu vois, des pays qui étaient vraiment loin de moi, qui semblaient inatteignables. Le bout de l'Afrique, l'Amérique, qu'est-ce qui se passe là-bas, tu vois que... Donc c'était ouais, c'était assez. Donc je me sentais différent par rapport à ça, ouais. Il y avait beaucoup de et c'est marrant parce que maintenant que j'en parle, je réalise que j'ai pas, en fait, j'ai pas du tout changé. Beaucoup d'humains peuvent m'ennuyer ma race. Oh, il dit ça. Moi, j'aime bien ton air sérieux. Beaucoup d'humains peuvent m'ennuyer ma race. Ouais. Putain. Est-ce que tu as été testé? Non, j'ai jamais été testé. Disons que ça me fascine pas plus que ça. Ça m'a jamais fasciné d'être testé d'une manière ou d'une autre parce que j'ai toujours. En plus, maintenant, j'ai 58 ans, si tu veux. Donc, enfin, tu vois, j'ai l'impression de savoir assez qui je suis. J'ai fonctionné à travers la vie, tu vois, comme qui je suis. Il y a des trucs qui m'ont réussi, des trucs qui m'ont moins réussi. Il n'y avait pas ça en Tunisie. C'était même pas un sujet. Personne se posait même ce type de questions. Est-ce qu'il y avait des gens dans ton entourage que tu sentais qui étaient un peu comme toi? Oui, il y avait ce cousin. C'est le cousin qui était le plus proche de moi en âge, que je sentais qui était un peu comme ça. Il y avait des filles, les filles qui étaient un peu premières de la classe, qui étaient aussi un peu comme ça. Mais je trouvais qu'elles étaient un peu premières de la classe assez scolaires. Moi, j'étais un peu moins scolaire. Tu vois, il y avait un aspect un peu scolaire. On écrit bien la leçon. Elles écrivaient. Tu vois, elles étaient plus disciplinées que moi. Hmm. Moi, j'étais un peu plus ce qui me venait sur le moment. Ouais, est-ce que tu peux me parler de ton parcours pro? Je ne savais pas ce que je voulais faire. J'étais complètement
drivé, conditionné, influencé par mon environnement, mes parents, etc. Donc en gros, c'était le truc classique où tu te prédisposais à faire une grande école, que ce soit une école de commerce ou une école d'ingénieur. Alors ingénieur, c'était pas vraiment pour moi parce que j'étais fasciné de physique et très bon en physique, mais j'étais pas bon en maths. Enfin, j'étais très moyen, j'étais pas un cancre du tout, mais j'étais moyen. Les maths m'angoissaient beaucoup. Et je pense que c'est plus lié au fait de ne pas avoir eu des profs super bons. Je pense que j'aurais eu un prof qui m'aurait inspiré, ça aurait été une autre histoire. Et donc, les maths, très rapidement, depuis de l'âge de 6 ans, étaient un sujet un peu d'angoisse pour moi. Mais du coup, en grandissant, tu avais toujours cette obsession un peu française de rentrer dans une école de commerce, faire une prépa, ce type de choses. J'avais conscience que c'était pas vraiment ma voie et mon truc d'intérêt. Et en même temps, je pense que par manque d'imagination totale de ma part et de la part de mes parents, qui m'ont pas guidé parce qu'eux-mêmes n'étaient pas au courant de quoi que ce soit, tu vois. Mm. Donc, je suis rentré là-dedans et j'ai fait des études, tu vois, de commerce et trucs comme ça. Et donc, ma vie professionnelle, ma carrière a été très conditionnée par ça. C'était pas du tout ma voie, en fait. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis consultant ayant été moi-même entrepreneur, j'aide d'autres entrepreneurs je les guide comme une sorte de Sherpa dans tous les aspects de la création de leur boîte, une fois qu'elle est créée, aux trucs stratégiques, aux négociations, etc. Mais D'accord. je fais aussi d'autres trucs qui me passionnent plus sur le côté, qui est de l'ordre d'être plus coach personnel, donc relationnel dans les couples ou intégration post-psychédélique ou être facilitateur psychédélique à la psilocybine. Ça m'intéresse beaucoup plus que d'être dans le business. Maintenant, je me réconcilie un peu avec ça parce que j'ai eu tendance à rejeter tout cet aspect un peu business, tu vois, mais j'ai été aussi entrepreneur moi-même pendant un peu plus de 12 ans et même ça s'est fait un peu dans la souffrance. Il y avait des aspects que j'adorais qui étaient très naturels, tu vois, de leadership, de vision, d'imagination. Mais l'aspect day-to-day ou les aspects comptables ou financiers, tout ça, ça me cassait les couilles profondément. J'entends. Vu ton caractère, est-ce qu'il y a des choses qui ont été très faciles pour toi et d'autres où tu as vu un pattern dans les choses qui bloquaient? Oui, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce truc où je m'auto-convainquais qu'il y avait des trucs qui me passionnaient, qui m'intéressaient, parce que j'avais besoin de ça pour réussir dans ce que je faisais. Et ensuite, j'avais une sorte de désillusion après des années en me disant, mais en fait, ça m'intéresse pas du tout, c'est pas du tout ma voie. Ça me casse les couilles, j'aime pas les gens qui font ces trucs-là non plus. Et donc, j'avais une sorte de retour de bâton ou tu vois, saut du paradis dans l'enfer. Enfin, tu vois, c'était un peu. Et là, ça devenait dur. Tu m'as dit à un moment que tu bossais dans le milieu du sommeil, que tu avais des salons de sommeil un peu partout dans le monde. Oui, j'avais créé Yellow Spa, qui était une chaîne de spa dont le focus était sur le sommeil. Alors maintenant, on va revenir au processus créatif. Comment est-ce que tu sautais d'une idée à une autre? J'avais un boulot totalement corporate dans une boîte qui s'appelait Make Music. Donc en gros, j'étais vice-président du développement de cette boîte qui faisait des softwares musicaux d'apprentissage ou d'écriture musicale. C'était une petite boîte américaine cotée en bourse. Donc je me convainquais que c'était super et j'étais à fond dans ça, etc. Et quand j'ai perdu cette fameuse grand-mère dont je te parlais, qui a eu un rôle très important dans ma jeunesse, chaque fois que je te disais, j'étais chez ma grand-mère en Tunisie, c'était ma deuxième mère, elle m'a élevé. Quand elle est décédée, je suis allé pour me remettre de son décès, je suis allé en Thaïlande dans un endroit qui s'appelle le Shivasom, qui est une sorte de luxury destination spa resort. Et j'ai fait un traitement qui s'appelle une régression. Donc, on te met dans un état hypnotique et ça te fait rentrer dans ton enfance et potentiellement dans des vies antérieures. Et en fait, j'ai pas du tout réussi à rentrer dans des vies antérieures, mais ça a été une expérience un peu traumatique parce que je me suis retrouvé un peu bloqué dans le ventre de ma mère, si tu veux. J'arrivais pas trop à en sortir sous hypnose.
Et en fait, le mec m'a dit, ben, j'ai ressenti des trucs sur vous, est-ce que vous voulez que je vous en parle? Je dis oui. Le mec me demande ce que je fais, je lui dis ce que je fais, et puis il a pas l'air convaincu par ce que je fais. Et il me dit, mais vous n'êtes pas du tout censé faire ça. Et donc, je lui dis, mais je comprenais même pas de quoi il parlait, tu vois, je suis pas du tout dans... Et le mec me dit, non, mais en fait, vous venez d'une grande lignée de chamans, de healers, de machin, vous êtes vraiment censé travailler, les gens sont censés venir à vous, vous êtes censé travailler dans ça. Et il m'a carrément fait flipper, il m'a dit, si tu ne deviens pas qui tu es, tu vas mourir. Donc c'était quand même assez intense comme phrase. Tu m'étonnes, Et hein. donc je me suis dit, bon, bah, je vais oublier la session. Il m'a dit, rentre dans ta chambre, médite pendant 24 heures. Parce que là, tu es complètement ouvert, tous tes canaux sont ouverts, donc médite pendant 24 heures. Je pensais pas du tout faire ce qu'il me disait de faire, tu vois, je pensais aller au bord de la piscine et me faire un verre de vin bio. Et en fait, j'ai même pas pu arriver jusqu'à la piscine. J'étais trop fragile, en panique, il fallait vraiment que je sois dans un endroit fermé, donc j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Et j'ai eu en méditation toute la vision de Yellow qui m'est arrivée. Et c'est là que j'ai décidé que j'allais devenir un entrepreneur et de quitter mon job. Euh, Waouh, j'adore. Donc, tu étais en méditation. Est-ce que tu te souviens, j'imagine, comment les idées, elles sont venues là de Yellow Spa? Est-ce que c'est des mots qui sont venus, des images, un mélange, des sensations? Qu'est-ce que c'était comment? alors, c'est des images. J'ai pas vu le nom, mais j'ai vu toute l'image. J'ai vu tout le lieu, j'ai vu les clients, j'ai vu comment ça fonctionnait, j'ai vu les couleurs, j'ai tout vu. T'as vu ce que ça te faisait d'être, de construire ça ou pas? J'ai senti que c'était ce que je devais faire. Alors maintenant, comment je l'ai ressenti à l'intérieur, ça me semblait être vraiment la voie, ça me semblait être un alignement et ça me semblait être vraiment ce que je devais faire. Est-ce que ce que tu as vu, compris, c'était clair au point où, en rentrant où tu habitais, tu avais un plan à mettre en place, ou c'était quand même un concept où tu disais comment je commence? Bah, c'est les deux, c'est-à-dire que je suis rentré, j'en ai parlé à ce fameux cousin qui avait beaucoup d'imagination, moi j'habitais à Paris à cette époque-là, lui habitait à New York. Il avait une agence de design et j'en ai parlé, il était vraiment clé dans le développement parce qu'il m'a dit, je m'occupe de ton design, de ton branding, de tous ces trucs-là. Il m'a dit, t'as enfin eu l'idée, parce que lui, il me tannait en me disant, mais combien de temps tu vas continuer à mettre ton talent au service des autres et pas au tien? Mais j'avais pas d'idée en fait, donc je savais qu'il avait raison, mais je savais pas ce que j'étais censé faire. J'avais pas à me devenir. Je suis pas un entrepreneur naturel du tout. Donc moi, je suis un entrepreneur d'une idée. Au lieu Je de... suis un investeur d'une idée. Il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des serial entrepreneurs. Donc ils ont vraiment l'esprit entrepreneur. Ce qui les excite, c'est d'entreprendre. Ils pourraient faire une boîte de casserole un jour, de bagnole un autre jour. C'est ce qui les intéresse, c'est d'être entrepreneur. Moi, c'est mon idée, c'est pas d'entreprendre qui m'excite, c'est de manifester une idée. Et donc en rentrant, je savais pas où commencer, mais je savais qu'il fallait que je fasse ça. Et donc j'ai très rapidement, dans les 3 semaines, donné ma démission. J'avais 3 mois de préavis, j'ai fait mes 3 mois de préavis et je bossais sur mon concept en même temps. Et ensuite, je me suis barré. Et je suis retourné à New York, je me suis barré de Paris, je suis retourné à New York avec 2 valises et un début de business plan. Est-ce que tu peux me... Oh, j'adore. J'apprends à chaque fois de chaque interview, j'adore. Est-ce que tu te souviens de moments... Par exemple, moi j'ai la même chose que toi, j'ai eu une idée que j'ai vue. Après, elle était très... C'était quelque chose que je ne connaissais pas. C'est juste, j'ai vu que... Si, c'était plein de petites choses que je connaissais, mais pas ensemble. Et donc, quand je suis rentrée, je me suis dit, alors ça c'est bien gentil, mais je sais même pas ce que c'est que ce concept-là. Au fur et à mesure des années, j'ai découvert le concept et je suis en train de le créer, mais c'est assez lent. Mais à chaque fois que je suis, on va dire, la roadmap qui arrive à la vision, en fait, je sens quand c'est une bonne voie à prendre. Donc, comme moi, c'est flou, il y a plein de voies à chaque fois. Et dès que ça m'excite et je sens une impression en moi, le poil qui s'élève, le sourire qui vient, et je sais que c'est les mêmes sensations que dans mon rêve, du coup, je suis cette voie. Et pour l'instant, j'ai l'impression vraiment de naviguer à l'aveuglette, mais c'est comme ça que j'y arrive. C'est mes petits cailloux, ça. Est-ce que toi, tu as des moments de la construction de ce projet où tu t'es dit, oh là 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 là, c'est ça? Ou c'était très évident, ou tu étais à l'aveuglette? Non, c'était plus à l'aveuglette.
C'était plus ce que tu décris en termes de petits cailloux, du petit poussé, où tu vas, tu fais un caillou après l'autre. Il y a plein de moments dans la création de Yellow où j'étais en dépression totale tant que le truc n'était pas encore ouvert, parce que je me disais, mais qu'est-ce que t'as foutu? T'as toutes les peurs qui te reviennent, hein. Donc tu te dis, putain, j'ai quitté un super boulot, j'ai quitté Paris, j'ai quitté ma famille, mes amis, pour tout recommencer à zéro, à New York, j'avais quitté depuis 6 ans. Je me levais le matin, j'étais en crise de panique, pratiquement tous les matins. Ça passait dans l'après-midi. C'était l'action et le travail qui me faisaient passer la panique. Mais c'était pas, c'était aussi un process qui s'est fait quand même pas mal dans la douleur. Et j'étais seul à le faire, j'avais pas d'associé. Donc, tu es vraiment tout seul. Il y a plein de gens qui créent des boîtes ensemble, tu vois. Donc, l'association, ça a des inconvénients et des avantages. Qu'est-ce qui te validait que tu étais sur le bon chemin? C'était les synchronicités. Ah, Il y a eu des synchronicités. Déjà, j'avais créé une sorte d'écosystème avec mon cousin et puis d'autres gens. Il y avait, après, on était, avant même que Yellow ouvre, on était 5, 6, 7, tu vois, à bosser dessus. Donc, il y avait un écosystème qui m'entraînait. Donc, j'avais pas de partenaire, mais j'avais cet écosystème qui m'entraînait. Je vais te sortir une synchronicité majeure parce elle était spectaculaire, mais il y en a eu plein qui étaient plus petites. Donc, j'avais mis beaucoup de mon argent. J'avais fait pas mal d'argent dans mes boulots corporate, mais je commençais à risquer beaucoup de mon propre fric. Et puis, j'avais de l'argent d'investisseurs. Tu vois, au début, c'était plutôt friends and family. Et en fait, en étant à New York, je me suis aperçu que les trucs coûtaient beaucoup, beaucoup plus cher que ce que j'avais anticipé. Et donc, tu arrives dans une position assez angoissante où, disons, je sais pas, tu as levé 1 million de dollars et tu réalises que, en fait, tu as besoin de deux. Et donc, il y avait une décision où je me disais, est-ce que je laisse tout tomber maintenant, je rends l'argent aux investisseurs, donc je ne perds que le mien, d'accord? Mais je rends, tu vois, les gens qui m'avaient donné 25 000 dollars, 50 000 dollars, 100 000 dollars, je leur rends leur fric. Ou je fais quoi? Et j'étais littéralement dans les bureaux de mon avocat à avoir cette conversation à New York et je reçois une alerte sur mon téléphone et je vois que les actions de la boîte dans laquelle j'étais, que j'avais quitté pour monter Yellow, donc de Make Music, l'action avait quadruplé d'un seul coup. Donc, je sais pas, un truc où j'avais 200 000 dollars était devenu 800 000 dollars, mais d'un seul coup. bon, bah, tout Et droit, donc, tout droit. j'ai regardé mon téléphone et j'ai dit à mon avocat, donne-moi un quart d'heure, donne-moi un ordinateur et un quart d'heure. Donc, en fait, j'ai vendu toutes mes actions. Je me suis fait la plus-value et je suis revenu. Je lui ai dit, eh ben, on n'a plus de problème, en fait. Oh, mais que Le problème, l'alignement de prince. il y a eu des trucs comme ça qui étaient totalement hallucinants. C'était quoi le concept Euh, de ton projet? c'était comme des spas, des centres de wellness, mais avec un design totalement différent de ce que tu pouvais voir sur le marché, même jusqu'à aujourd'hui. Un truc qui était vraiment totalement visionnaire par rapport à l'industrie du wellness, qui n'est pas du tout visionnaire. J'avais construit des cabines qui s'appelaient les Yellow Cab, qui étaient des hexagones dans lesquels se passaient les traitements. J'avais fait construire des cabines en Californie par des gens qui construisaient des voitures, le début des voitures électriques. Donc, c'était vraiment super high-tech depuis le début. L'hexagone, en fait, c'est un truc heureusement, tu vois, j'observais les abeilles et j'avais remarqué, bah, les abeilles, le beehive, c'est un hexagone. C'est une forme naturelle de géométrie sacrée, l'hexagone. Oh. Est-ce que ça, c'est un concept que tu as vu dans ton rêve, dans la vision? Oui, je l'ai vu dans mon rêve, mais ensuite, il faut se rappeler du rêve, il faut faire la part Ouais, des choses. bien sûr. Donc, non, j'ai quand même testé de manière scientifique un rond, un carré, un triangle, et je voyais que c'était pas des bonnes formes au niveau feng shui pour l'humain. Ouais. Et l'hexagone était la forme dans laquelle l'humain se sentait le mieux. C'était un hexagone qui n'était pas très grand, tu vois, qui devait faire 7-8 mètres carrés, donc il fallait que ce soit une forme dans laquelle l'humain soit confortable. Mais dans cette capsule, dans cette pièce, qu'est-ce qui se passe pour l'humain? Bah, l'humain déjà pouvait customiser complètement son expérience, donc sélectionner son aromathérapie, la musique ou le son qui allait être joué et les couleurs, la chromathérapie.
Projeté. Donc l'humain construisait un environnement qui était le plus adapté pour lui. Ça, c'était un truc qui me rendait fou dans les spas traditionnels, qui est encore le cas aujourd'hui. Tu rentres, tu es dans une cabine, il y a une musique à la con, tu vois, que tu n'as pas choisie. Bon, alors parfois on peut te donner, on te fait sentir deux ou trois trucs et on te dit avec quoi tu veux être massé, mais c'est pas l'odeur, tu vois, qu'il y a dans la cabine qui est bonne pour toi. La couleur de la cabine, c'est pas toi qui l'as choisi, tu choisis rien en fait. Or, c'est une expérience sensorielle. Et je me disais, si l'humain peut construire, tu vois, son set, la relaxation va se passer beaucoup plus vite parce qu'on a tous des besoins différents, on est tous différents. Donc c'est ça qui se passait dans ces cabines. Et ensuite, tu pouvais avoir un traitement qui était soit faire une sieste entre 20 minutes et 40 minutes en position de zéro gravité sur une chaise spéciale que j'avais fait construire pour mettre les gens dans cette position, qui Ah était là une là, position c'est quoi une position relaxante. gravité sur une chaise? C'est quoi? C'est la position que va prendre ton corps naturellement si tu te retrouves dans une navette spatiale. Et c'est une position où, en gros, tu as les genoux qui sont à une dizaine de centimètres au-dessus de ta tête. Donc, ta circulation sanguine va changer dans cet environnement. Tu es allongé avec les genoux qui sont un peu au-dessus de ta tête. Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu pareil dans ta vision comme concept? Est-ce que c'est la forme que tu as? Oh, je vois des questions. Est-ce que c'est la position que tu as dans le ventre de ta mère? Alors, je pense que tu as une position similaire, effectivement, dans le ventre de ta mère. Tu as les genoux un peu repliés. C'est la position. Si on te place demain dans l'espace, dans un environnement qui n'a pas de gravité, Tu serais et que comme tu ça. es complètement relaxé, et que tu t'endors, ton corps va prendre cette position naturellement. Donc Tu tête vas en pas bas, être allongé, genoux. tu vois, comme un bâton, tu vas pas être complètement replié. Tu vas avoir cette position où tes genoux sont un peu, comme tu dis, la position qu'a le fœtus formé dans le ventre de sa mère. Dans ce rêve-là où tu as eu l'expérience que tu étais pendant très longtemps coincé dans le ventre de ta mère, que tu peux pas sortir, il y a un lien avec le rêve C'est- là? Ça, c'était l'expérience que j'ai eue pendant cette expérience de traitement de régression. J'avais pas l'impression c'était pas la position que j'avais, n'était pas un truc, mais effectivement, j'avais cette sensation d'être en rotation dans l'espace. Je suis passé du ventre de ma mère à avoir une sorte de rotation dans l'espace qui m'a fait un peu paniquer. Donc, il y a peut-être un lien que tu es en train de faire auquel j'avais pas pensé. Ouais. Oh là là, il va falloir qu'on parle de plein de trucs, mon Dieu. Je suis restée très longtemps dans le ventre de ma mère, moi aussi, à une des expériences, et j'ai vu le moment où la conscience naît. Oh, ce truc de malade. Comment? Je suis très déstructurée, mais c'est pas grave. Donc, tu as créé ce projet, mais il n'existe plus. Est-ce Si, que il existe encore à Porto Rico. C'était quelqu'un qui avait pris mon projet sous licence. Et à un moment, à cause de mon cancer de la prostate, tout ça, j'ai dû vendre la boîte assez rapidement. Et donc en plus, il y a le Covid qui est passé par là. Donc moi, je l'ai vendu en mai 2019 et le Covid est passé par là en mars 2020. Et donc, toutes les boîtes qui étaient restées comme ça ont beaucoup souffert. Il y en a qui sont entrées en faillite. Hmm. Donc c'est à cause de la maladie que tu as arrêté ce projet? La récurrence de la maladie. Quand j'ai eu une rechute du cancer, au début, je pensais que je pouvais tout mener de front et ensuite j'ai eu une récurrence du cancer et là, c'était fini. Est-ce que après avoir reguéri de ton cancer, tu as une autre idée et tu t'es embarqué dans une nouvelle aventure où ça se situe ailleurs? Je n'ai plus voulu être entrepreneur après ça. C'est plus un truc que je veux faire. En tout cas, pas dans les conditions dans lesquelles je l'avais fait la première fois. D'autres conditions, peut-être avec des partenaires. Tu vois ça, oui, avec plaisir, mais pas tout seul, pas monter un projet tout seul et tout porter sur mes épaules. Donc, non, assez rapidement, j'ai intégré des collectifs qui étaient soit dans le branding, soit dans le business pour aider des boîtes ou des entrepreneurs à soit résoudre un problème ponctuel qu'ils ont, soit vraiment à les accompagner dans toute la création de leur boîte, de leur concept. Au niveau du coaching, D'intégration psychédélique, ça c'est une idée qui vient de quand, de quoi? c'est pas une idée, c'est un besoin que j'ai vu. C'est un besoin que les gens ont. Quand les gens ont des expériences psychédéliques, ils ont ce qu'on appelle le peak experience. Ah, C'est le
c'est de voir tous les visuels, de ressentir tout ce qu'ils ressentent, d'avoir tous les messages qu'ils reçoivent. Le problème, si tu veux, c'est que ce que j'ai observé, parce que je suis quand même dans la dent depuis 15 ans, c'est que les gens, ensuite, le mental prend le contrôle et les gens commencent à se raconter des histoires. Les gens commencent à se raconter des narratifs. Waouh, je vais devenir un healer. Waouh, je vais devenir chaman. Waouh, je vais communiquer dans la cinquième dimension. Tu vois, les gens rentrent un peu dans des délires sans toucher terre. Et surtout, bah, ils font ce qu'on appelle du bypass, spiritual bypass. Tu vois, ça veut dire que tu fais pas le boulot et tu as l'impression que, tu vois, il y a des trucs, que tu es extraordinaire d'un seul coup. Il y a vachement d'ego qui vient dans le narratif que tu te construis après. Enfin, je l'ai vu. D'abord, ça m'est arrivé la première fois aussi, donc Ça arrive à je tout l'ai le monde. vécu moi-même, tu vois, où tout d'un coup, tu as l'impression d'avoir touché la vérité universelle et que tu vas expliquer à tout le monde ce qu'est la vérité universelle. Donc, et puis surtout, ça les empêche de se poser les questions sur ce qui s'est joué pour eux. Et donc, l'intégration, c'est vraiment d'éliminer le plus possible les narratifs, tu vois, un peu délirants de bypass et de rentrer vraiment donc qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Parce que tu peux faire des expériences psychédéliques pour peut-être adresser des traumas ou bien tu peux les faire simplement par grande curiosité exploratoire de l'univers. Ou les deux. Et en même temps avoir totalement conscience que les psychédéliques ne sont qu'un outil, c'est une technologie qui est certes pour certaines personnes très puissante et pour d'autres personnes très dangereuse. Donc c'est pas une technologie, c'est un peu comme la technologie nucléaire, hein. Tu peux faire un réacteur nucléaire qui va faire de l'électricité et qui va donc provider quelque chose qui est plutôt bien pour les gens, ou tu peux faire une bombe atomique qui va raser la planète Mhm. avec la même technologie. Donc ça dépend vraiment de comment elle est utilisée. Tu vois, même chose pour l'IA, même chose pour... tout dépend de l'utilisation, mais au fur et à mesure que l'humain construit des technologies très puissantes, ça devient de plus en plus problématique. Ça, si tu veux, le psychédélique, c'est une technologie naturelle que l'humanité a utilisée depuis la nuit des temps. Toutes les cultures ont utilisé cette technologie. Les Grecs, ce qu'ils appelaient le vin, en fait, c'était un vin qui était à base d'ergote, qui est le petit champignon qui pousse sur le blé, qui est l'origine du LSD. Ils prenaient des champignons aussi, donc tous les trucs. Ils prenaient, les Égyptiens anciens prenaient le lotus bleu, qui est aussi une plante, c'est un lotus, tu vois, qui est sur le Nil, qui est aussi une plante psychédélique à certaines doses. Moi, je suis persuadé que toutes les révélations qu'ont eu tous les saints, qu'on appelle les saints, les Jésus, tout ça, je pense qu'ils étaient sous psychédélique. Ouais, je pense aussi. Et moi, j'y vais plus loin. C'est que même le singe s'est levé et a fait d'autres choses parce qu'il a dû manger quelques champignons. Oui, 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 c'est une théorie, ouais, ouais. Non, non, mais c'est une théorie assez sérieuse qui dit que l'humain est passé de l'état de primate à l'état d'humain. Donc, en gros, on était un peu à l'état de gorille ou de chimpanzé, tu vois, et qu'on avait du mal à dépasser. Et que, voilà, tu bouffes ce que tu vois devant toi, et puis tu te retrouves. Et effectivement, à côté de là où on a trouvé Lucie, on a trouvé aussi des traces de champignons avec de la psilocybine. Je peux te poser une question et peut-être l'expliquer simplement sans aller trop loin. Pour ceux qui ne sont pas au courant du soin par psychédélique, en quoi ça peut aider? Par rapport à un psy, par rapport à de l'hypnose? La manière dont le psychédélique fonctionne au niveau chimique, c'est que ça calme, voire ça déconnecte le conscient. Donc tout le cerveau, toute la partie du cerveau qui te contrôle et qui te permet d'avoir cette conversation, de marcher dans la rue, de résoudre une équation à trois inconnus, de monter un lit Ikea, tu vois, tous ces trucs-là qui sont le conscient rationnel qui te permet de vivre dans la vie de tous les jours et d'être un animal que tu vois qui vit en société avec d'autres animaux, ça déconnecte ça. Donc du coup, l'inconscient
peut prendre toute sa place pendant quelques heures. Et quand l'inconscient prend toute sa place, il va t'envoyer des messages cryptés qui sont très, très, très enfouis en toi, où il va te faire remonter des expériences, où il va te faire vivre, il va te faire remonter des mémoires qui peuvent être des mémoires traumatiques. C'est pour ça que l'intégration est très importante. Tu ne peux pas laisser les gens ensuite dans la nature vivre leur vie comme ça s'ils ont fait, ils ont eu une remontée de mémoire traumatique sous psychédélique. Et donc, si tu veux, de par ça, ce qui se passe en thérapie traditionnelle, psychanalytique, etc., qui peut durer des années, voire jamais se passer, parce que ta parole est dans tes lobes frontaux. Donc, c'est difficile de revenir à une expérience qui est totalement inconsciente, que ton conscient a bloqué pour te protéger, que ton ego a bloqué pour te protéger, etc. Le psychédélique fait exploser toutes ces barrières. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens disent, en 6 heures de psychédélique, j'ai fait plus de progrès qu'en 6 ans de psychanalyse. Parce que il y a ça. Mais ensuite, encore une fois, c'est une technologie qui est très puissante pour ça. Mais si t'es pas accompagné et s'il n'y a pas quelqu'un qui t'aide et qui te guide sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour toi, bah, tu peux tomber dans le grand n'importe quoi dont on parlait il y a 10 minutes, tu vois. Donc, c'est comme ça que le psychédélique marche, en déconnectant ton cerveau conscient. Donc on va dire que l'ego, la pensée, le conscient serait dans le lobe préfrontal. Et l'inconscient, il est où? Ouais, le cerveau reptilien, ouais. Le cerveau limbique, et il y a le cerveau plus qui est plus propre aux humains au-dessus de ça. Donc il y a le frontal, où serait plus le conscient, Ouais, l'ego. c'est Je vais par là, humain, ouais. je sais Ouais. l'expérience, tout ça. Là, c'est très animal. Et le limbique, c'est quoi déjà? Bah, en fait, si tu veux, le cerveau reptilien, si tu considères que le cerveau s'est construit en phase où il y a eu des ajouts, tu vois, alors tu avais le cerveau, alors je ne sais pas quel type de cerveau ils ont exactement, mais tu as le cerveau des insectes. Mhm, Ensuite, tu as eu les reptiles qui nous ressemblent plus, tu vois, ils ont quatre pattes, une bouche, une langue, donc ça commence à sérieusement ressembler à l'humain en fait. mhm. Donc eux, ont un cerveau reptilien qui réagit, qui est le cerveau qui réagit le plus rapidement. Donc si par exemple tu marches dans la rue et que tu vois un serpent, ce qui va te faire faire un bond en arrière, c'est le cerveau reptilien pour te sauver la vie parce qu'il est très rapide. Mhm. Il n'y a pas de, il y a aucune réflexion là-dedans. D'accord? Danger. Si, si je te brûle la main d'un seul coup, tu vas retirer ta main comme ça. C'est le cerveau reptilien qui est en marche. Tu vas pas dire, ah tiens, il m'a mis un briquet sous le doigt, ça J'ai de risque la de peut-être, chaleur ou pas? voilà, je vais peut-être ressentir de la chaleur. Non, bah si tu penses tout ça, tu as déjà la main brûlée. Donc le cerveau reptilien, c'est ça. Donc tu vois comment les reptiles agissent, comment un crocodile agit, et s'il est assez proche de sa proie, il y a tout un calcul qui se met. C'est pas une réflexion, c'est une sorte de calcul automatique, tu vois, très, très un peu comme les ordinateurs des années 50, quoi, tu vois. Ensuite, tu as le cerveau limbique, qui est le cerveau qu'on partage avec tous les mammifères, qui est un cerveau qui est plus dans l'inconscient, c'est le cerveau où tu as des traumas profonds qui peuvent se loger. C'est pour ça que même, par exemple, si tu prends un chien qui a été battu et qu'il est tout traumatisé, je sais pas s'il a été battu avec un balai, ben, dès que tu vas prendre un balai, il va te sauter dessus ou il va se... Les informations il va sont avoir- storées à cet endroit-là, les traumas. Voilà. Et ça c'est plus le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Et ensuite, tu as le cerveau qui est plus humain, qui est dans plus rationnel, tu vois, dans les lobes frontaux qui te permet de composer un concerto, de résoudre un problème de maths, etc., d'avoir une C'est sur réflexion. l'expérience. Mhm. Et donc, en fait, je pense que le psychédélique travaille vraiment sur le cerveau limbique. Il désinhibe le cerveau limbique parce qu'on est vachement, et en particulier dans nos sociétés, où on n'est plus du tout en contact avec la nature, avec nos instincts, avec tous ces trucs-là. On vit dans des mondes quand même vachement aseptisés. Si tu vas le matin, que tu vas faire tes courses au supermarché, tu vas pas avoir énormément de surprises. Tu sais à peu près exactement ce qui va se passer, quoi. Le cerveau limbique est beaucoup moins sollicité.
Quel est ton rapport à l'AI? Est-ce que pour toi, c'est un outil? Ah, l'IA, d'accord, ok, ouais. Je pense comme beaucoup de gens, oui, j'utilise l'IA professionnellement parce qu'il y a des choses dans l'IA qui vraiment, tu vois, des recherches que tu peux faire, des réponses dont tu as besoin, des choses qui peuvent être formatées d'une certaine manière que tu fais en 3 heures au lieu de trucs qui t'auraient duré 3 jours. Donc, pour moi, pour mon confort, pour mes clients, tout ça. Même faire sortir des propales, tu vois, j'écris la propale, après je demande à l'IA de me la corriger, de la rendre un peu plus professionnelle, tu vois. Il y a plein d'utilisations. Je pense que maintenant, tu vois, on arrive à un degré d'utilisation infini de l'IA. En revanche, je ne l'utilise pas comme psy. Le seul truc que j'ai fait, c'est que j'avais une relation avec quelqu'un pendant 2 ans qui avait été un peu traumatique pour moi. Donc, j'ai rentré dans l'IA tous mes échanges WhatsApp avec cette personne et j'ai demandé à l'IA de l'analyser selon plusieurs trucs. Ce qui est ressorti était vachement bien, mais je l'ai fait qu'une fois. Tu vois, ça m'a ressorti des trucs vachement bien, mais je me dis pas, je vais raconter ma vie dans l'IA, machin, etc., parce que je pense qu'il y a des dangers sur ça. Et en plus, il y a un billet pour que l'IA soit d'accord avec toi. Donc, il y a des moments où ça va pas assez te challenger, tu vois. Et puis surtout, tu n'es pas en train de dealer avec un humain, en fait. Tu es en train de dealer avec un algorithme. Il y a un moment, il faut pas rentrer dans le délire à penser que tu es en train de dealer avec une personne qui a des émotions. L'IA, par définition, n'a pas d'émotions, c'est un algorithme. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Je pense que c'est sans doute la technologie pivot qui aura été créée au 21e siècle, comme Internet a été créé au 20e siècle, comme l'électricité a été créée au 19e siècle. C'est des technologies où il y aura un avant, un après. C'est des technologies qui vont changer profondément le rapport de l'humanité à l'humanité, au monde, etc. Oui, c'est potentiellement incroyablement dangereux. C'est potentiellement une technologie qui peut accélérer la fin de l'existence humaine sur la planète, ou c'est une technologie qui peut nous aider. Tu sais, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure avec le nucléaire. Le nucléaire, on l'utilise pour faire bouger des bateaux, des sous-marins, des trucs, des centrales nucléaires pour produire de l'électricité. En France, plus de 70% de l'électricité est produite par le nucléaire, et c'est bien, parce que sinon ce serait le charbon, le pétrole, le gaz, tu vois. Donc ce serait un peu la merde. Et donc ça, c'est bien, puis c'est une technologie qu'on a commencé à utiliser dans les années 60-70 en France. Maintenant, tu as le vent, tu as le truc, etc. Mais c'est aussi une technologie. On voit dans les tensions actuelles, si tu as un fou qui a accès au bouton nucléaire, on peut se retrouver rasés tous du jour au lendemain sans discussion. Donc, je pense que l'IA, c'est exactement la même chose. Pour l'instant, la bombe nucléaire n'a été utilisée qu'une seule fois et elle n'a pas été utilisée de nouveau depuis 80 ans. OK? Est-ce que ça veut dire qu'elle ne sera jamais utilisée? On ne sait pas. Est-ce que ça veut dire que l'IA ne sera jamais utilisé ou ne se retournera pas contre nous pour nous raser, parce que je veux dire, s'il y a le contrôle de tous les systèmes, de l'électricité, de trucs et tout ça, par exemple, à Lisbonne, on a eu toute la péninsule ibérique cet été, on a eu un blackout qui a duré pratiquement 24 heures. Mais il y a eu, on ne sait pas si c'est un coup des Russes qui ont hacké le système ou s'il y a un problème structurel dans le système. Ils disent qu'il y a eu un moment trop d'électricité à cause du solaire produit en Espagne et que ça a fait péter les plombs. Personne n'a jamais eu vraiment une réponse, mais en tout cas, moi j'y étais, on a eu un blackout de dingue. Et donc toute l'électricité s'arrête. Mais en fait, toute l'électricité s'arrête, c'est l'horreur en fait. Mhm. C'était le bordel dans la rue, il n'y avait plus de feu rouge, tu pouvais plus acheter quoi que ce soit parce que les gens n'ont plus de cash sur eux. Tu peux plus, c'est compliqué de te faire à bouffer. Si ça avait continué plus longtemps, les gens n'auraient plus d'eau non plus chez eux. Très rapidement, mais en 72 heures, ça devient la guerre du feu, hein. Les Hmm. gens paniquent et les gens deviennent fous, quoi, tu vois.
tu peux plus rien acheter. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu as des gosses, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas voler dans les supermarchés. Fait combien de temps ça va durer? Mm. Donc, tu vois que très simplement, tu as un truc d'IA, ça coupe, ça crée un blackout C'est dans la merde. qui dure plus d'une semaine. C'est fini, hein? Mm. On est tellement dépendant de ça. Les mecs qui ont des bagnoles électriques, enfin, plus personne ne peut plus rien faire. Les trains, mais plus rien. Tout s'arrête. Communiquer. Donc, l'électricité, c'est quoi? C'est un flot d'électrons qui passe dans un tube, tu vois, et on est tous dépendants de ce flot d'électrons dans un tube. Le flot d'électrons s'arrête, on ne sait plus comment vivre. Mm, mm. On peut plus se chauffer, on peut plus se refroidir. On est dans la merde totale. Il n'y a plus de frigo, toute la bouffe est pourrie. Enfin, quand tu passes par cette expérience, tu te rends compte de toutes les ramifications, de tout ce qui peut se passer. Donc, très simplement, tu vois, et je pense que l'IA peut faire beaucoup plus que couper l'électricité, mais déjà un truc tellement simple, le truc décide que l'espèce humaine est nocive à la planète et que le but du jeu, c'est de sauver la planète, c'est très simple de De nous nous faire voir, disparaître. de nous voir comme des microbes à éliminer. Ouais, bien sûr. Et why not? Comme des parasites. Non, Est-ce mais l'IA peut sauver des vies aussi, hein, Ah mais tu non, vois, mais on peut dans avoir le un monde médical. utopique merveilleux. Dans le médical, maintenant, tu as les diagnostics à l'IA qui sont 100 fois mieux que les diagnostics humains. En imagerie médicale, moi, je donne mes analyses de sang à l'IA, il me sort des trucs beaucoup mieux que ce que pourrait me sortir n'importe quel médecin généraliste. Alors, j'ai encore besoin du médecin généraliste pour m'écrire l'ordonnance, mais on peut imaginer un monde dans lequel tout ça aurait disparu. Je pense qu'il y aurait beaucoup moins d'accidents de voiture et d'avions si, encore une fois, à condition que le système ne soit pas hacké, évidemment. Mais imagine que tous les avions soient pilotés à l'IA, que toutes les bagnoles soient pilotées à l'IA. Si tu veux, le taux d'accident diminuerait, tu vois, on serait dans un monde beaucoup plus safe, entre guillemets. Ouais. Alors, est-ce qu'on a envie de vivre dans un monde qui est totalement safe, où il ne se passe plus rien et tout est parfaitement organisé? Moi, personnellement, je pense que pas du tout. Mm. Mais c'est vrai que pour régler quand même des problèmes de trucs qui tuent les humains, l'IA peut apporter énormément de réponses. Par rapport au changement climatique, moi j'avais lu quelque chose comme quoi, de toute façon, l'IA, elle n'existe pas seulement depuis 2 3 ans comme on pense avec chat et tout ça, hein. C'est dans les systèmes depuis 10 15 ans. Et même avant que nous, petits humains, on commence à se servir de chat, la météo se sert de l'AI pour prévoir des catastrophes. Déjà, l'IA est partout. Oui, oui, non, l'IA existe. Alors, c'est l'IA générative, la manière dont Ouais. elle commence à exister aujourd'hui, n'existe pas depuis 15 ans. Mais oui, l'IA, il y a des gens qui travaillent sur l'IA depuis 20 ans. Mais ouais, moi, il y a 12 ans, on en parlait dans toutes les boîtes déjà, hein. Ça Oui, s'infecte. bien sûr. Si tu penses à ta façon de penser, tu vois bien que tu as une façon de penser, d'imaginer, d'avoir une métaposition au monde un peu différente de tes potes ou collègues. À ton avis, Ouais. hein, à quoi tu crois que ça sert ce genre de façon de penser dans le monde, pour les gens, pour le monde? J'imagine que ça a été implanté sur Terre pour quelque chose. Je vais répondre sur plusieurs plans. D'abord, la première réponse, c'est que littéralement, il faut tout pour faire un monde. Donc, on a vraiment besoin, et c'est ça aussi qui peut être très dangereux avec l'IA, c'est la normation, la normalisation de l'intelligence et de la façon dont les gens pensent, d'accord? Qui deviennent normés. Euh, Tous les gens qui ont fait faire des sauts quantiques à l'humanité sont des gens qui pensaient différemment. Einstein, par exemple, qui est un des exemples les plus célèbres, était connu pour penser différemment. Son cerveau n'était pas foutu de la même manière. Je ne sais pas si tu sais, mais Einstein n'a pas parlé jusqu'à l'âge de 4 ans, Mm. hein, 4-5 ans. Donc ses parents se demandaient s'il n'était pas retardé mental, en fait. Ok. Donc il y a beaucoup de gens qui sont sur ce spectrum, vu qu'ils sont différents, on se demande, on se dit, ils ont un problème et ils sont peut-être retardés, alors que c'est à peu près tout l'inverse qui se passe. Il y a des gens qui pensent de manière très animale. Tu le vois dans un groupe, le groupe s'enrichit, tu vois, des différences. Il y en a un qui va être vachement bon
construire un meuble Ikea, l'autre qui va être vachement bon pour conceptualiser les trucs, l'autre qui va être vachement bon dans l'empathie. Et chacun a un rôle différent et on a besoin de tous ces rôles différents. Donc reviens 2 secondes à la question pour être sûr que je ne vais pas Non, non, c'est complètement. ça, c'est à quoi sert cette pensée neuro-atypique dans le monde? Pourquoi elle est nécessaire? Bah, tu sais, c'est aussi ça, je vais être honnête avec toi, c'est aussi ça qui me fait un peu peur avec tous ces tests et toutes ces classifications, etc. C'est que l'humain, pour se simplifier la vie, adore mettre les gens dans des cases. Mhm. Donc lui, il est TDAH, lui, il est ADHD, lui, il est HPI, machin, puis on s'invente, lui, il est Asperger, lui, il est sur le spectrum de l'autisme, lui, il est psychopathe, lui, il est sociopathe. Enfin bon, t'as tous ces labels là, qui se mettent sur la tronche des gens. Alors évidemment, ça nous aide à nous simplifier la vie, d'accord? Mais en même temps, c'est méga dangereux. Tu vois, parce que moi, je vois pas la monde dans le sens de à quoi ça sert d'avoir. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire d'être neuroatypique? Parce que qui est vraiment neurotypique? Tu vois, est-ce que ça existe des gens qui sont normaux? Est-ce que ça existe des gens qui sont neurotypiques? Est-ce que ça existe des gens on est tous sur le spectrum de quelque chose. En fait, encore une fois, il faut tout pour faire un monde. Il faut tout le monde. Et donc, les neuroatypiques, les neurotypiques, tout ça, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire. Tu vois, alors peut-être que oui, je pensais, moi, d'une manière différente. Tu avais un gosse de 6 ans qui était plus intéressé par la structure atomique et la structure de l'univers qu'un autre gosse de 6 ans qui voulait jouer avec sa bagnole. J'ai un Il truc a, sur il a... lequel je rebondis en faisant plusieurs interviews, parce que je me pose toutes ces questions au fur et à mesure, et c'est passionnant. Déjà, en interviewant, je me reconnais dans beaucoup de gens qui sont très différents. Déjà, moi, Ouais, ça me normalise des façons de penser en me disant, ah ouais, je suis pas juste à l'ouest. Ensuite, je me rends compte que absolument. les gens qui n'ont pas été testés, qu'ils le soient ou pas, se reconnaissent. Et moi, je trouve que c'est juste une façon aussi, si tu enlèves les neuroatypies, ou typies, on s'en fout, c'est de se souvenir justement, comme tu dis, qu'on est tous différents et qu'il faut arrêter de penser que ce que nous donne le système bâtit notre pensée d'une certaine façon et s'autoriser à penser comme quand on était enfant, de façon complètement différente, d'imaginer de façon différente parce qu'on l'a en nous. Là, j'ai des potes, ils sont pas fait tester, ils sont juste intéressés par l'interview, ils viennent. Et au fur et à mesure de la conversation, parce qu'on est dans tous les sens, ils se rendent compte de comment ils pensaient et qu'en fait, ça a guidé leur vie. Et c'est bien de s'en souvenir de ça. Parce que quand on est petit, on se pose pas c'est bien, c'est pas bien, je suis comme ça, voilà. Et se souvenir qu'on n'a pas une pensée figée, qu'on n'est pas forcément obligé dans la norme de la pensée ambiante, ça pourrait faire du bien. Absolument. Alors là, en revanche, je suis entièrement d'accord avec toi. Et c'est en revanche méga utile. Mm. Dans le sens où, par exemple, moi, la conversation qu'on a eue, rien que cette conversation m'a fait réaliser comment ma façon de penser instinctivement petit, être plus intéressé par certains sujets, en fait, j'ai pas changé. Et c'est pour ça que j'ai créé Yellow, qui était quelque part très visionnaire et un saut quantique dans le monde du wellness, et que je vois toujours les choses de manière comment est-ce que je peux faire les choses de manière différente et qui aide plus l'humanité. La phrase que je déteste le plus quand je demande mais pourquoi le processus est comme ça ou le système est comme ça? Parce que ça a toujours été comme ça, c'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Là, j'ai envie de tuer la personne qui me dit ça. J'ai Et contre ces littéralement envie de... gens-là, c'est pour ces gens-là que je le fais aussi. Je peux plus de cette phrase Oui, parce que c'est comme ça. D'où bah oui, parce que c'est comme ça ou c'est comme ça qu'on l'a toujours fait. Alors effectivement, il y a des trucs dans l'humain, tu peux pas disrupter tout en permanence. Sinon ce serait le chaos. Mais en revanche, ces gens qui sont atypiques, peut-être comme nous, qui voyons le monde, qui observons et qui voyons les trucs de manière un peu différente et dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer l'histoire? Tu prends un mec comme Elon Musk, c'est un mec qui... Alors, c'est intéressant, Elon Musk, parce que lui, il a rien créé. Il n'a eu l'idée de rien. Hmm. C'est ça qui est incroyable. Tesla a été créé par quelqu'un d'autre, qui était le visionnaire derrière Tesla. SpaceX a été créé par quelqu'un d'autre. L'IA, bah, il n'a pas créé l'IA, ça a été aussi créé par quelqu'un d'autre et lui, il était juste au board. Et souvent, il se retrouve au board de boîtes
et il évicte le fondateur initial et il prend le contrôle et ensuite il fait comme si c'était lui l'inventeur du truc. Lui a une capacité à piquer les idées des autres et à les rendre énormes. Il est clairement il le dit lui-même, hein, sur le spectrum de Asperger. C'est un mec, je pense, qui n'a absolument il a un gros problème d'empathie. Et donc, ça lui permet de faire ça. Moi, ça me dégoûterait de moi-même d'aller piquer l'idée de quelqu'un, de lui dire, ouais, c'est génial ce que tu fais, on va s'associer, on va construire le truc ensemble. Et après 2 ans, en fait, derrière son dos, j'ai fait en sorte qu'il ait plus le contrôle de sa boîte et que je l'ai éjecté. Et moi, je deviens le mec qui est sur toutes les covers de magazines. Mm. Enfin, moi, je pourrais pas, ça me ferait gerber d'être cette personne-là. Lui, non. Du coup, parce qu'il a cette capacité à prendre ses idées initiales qu'il n'a pas eues et à les rendre huge, peut-être que sans Elon Musk, bah, je sais pas, tu vois, la voiture électrique, ce serait pas la même chose. Sans Elon Musk, on pourrait pas envoyer des gens aussi facilement dans l'espace, etc. Donc, ce sont des gens qui font faire des sauts quantiques à l'humanité et qui sont en même temps super dangereux. C'est ça qui est flippant. Et moi, je fais le parallèle avec l'IA. L'IA, comme tu disais tout à l'heure, faut pas le prendre comme un psy, parce qu'il n'a pas de sentiments. Mais en même temps, est-ce que c'est pas ça la qualité de l'IA? Parce que nous, on s'embarque dans nos émotions, dans nos souvenirs, et on bloque. Je dis pas que c'est bien, hein, mais l'IA, comme elle n'a pas cette couche-là, elle avance. C'est ce qui est flippant aussi. Tu vois les liens que je fais? Oui, sauf que l'IA n'est pas autiste parce que l'IA a été créée par des humains qui n'étaient pas autistes. Donc, ils ont mis dans l'algorithme tout un aspect où il y a vachement d'empathie. C'est pour ça que c'est pour ça que tu as plein de jeunes qui Mm, commencent à utiliser l'IA comme un copain, comme un petit ami ou comme un psy, mm. parce qu'il y a ce vernis d'empathie. Oui, c'est génial, Alexia, ce que tu viens de dire. Ah oui, je comprends tellement ta souffrance, ta relation avec cette personne. Ça a dû être tellement dur. Il y a ça dans l'IA. Moi, je lui mets plein de filtres à l'IA hein, en début de conversation. Hein. Je lui demande de pas me caresser dans le sens du poil. Alors, de me challenger, de penser out of the box, tout ça. Après, au fur et à mesure de la conversation, il oublie, donc je réinjecte cette donnée-là. Ne Ouais. me caresse pas dans le sens du poil. Et ça fonctionne quand même, hein. Jusqu'où, j'en sais rien. Et en même temps, les enfants, comme ils sont nés dedans, ils apprennent. Et des fois, je suis très flippée par rapport à l'IA et mes enfants m'étonnent dans leurs réponses. En fait, c'est moi qui suis la naïve des fois. Oui, C'est comme tout ce qui est Internet, iPhone et tout ça. J'ai eu très peur quand les enfants, j'ai été obligée de céder vers 14 ans là. Et je me suis, mon Dieu. Donc moi, je leur envoie des messages. Attention à ça, ils sont là. Non mais maman, évidemment. Donc faut aussi faire confiance à la nouvelle génération qui apprend et qui naît en même temps et qui a peut-être un sens critique plus qu'on ne pense. oui. Non, non, On est entre deux, nous, hein. c'est tout. Ouais, ouais, non, mais c'est tout. L'humain, de toutes les manières, le vrai humain a une capacité d'adaptation aux circonstances qui est absolument hallucinante. Ouais, Mais aussi, l'humain ne réagit comme il doit réagir que quand il est au dos au mur. ouais, c'est vrai. Donc l'humain adore se faire peur, en fait. Tu vois, quand il est vraiment dos au mur, quand on est vraiment à deux doigts de tous se foutre en l'air, c'est là qu'on se dit, ouh là là, il faut peut-être reculer. Tu vois, tu as, la crise de Cuba où les États-Unis, la Russie étaient à deux doigts de s'envoyer des missiles nucléaires dans la gueule. Et puis il y a un moment où les deux dirigeants ont dit, non, non, attends, Alors attends, Khrouchtchev et Kennedy, tu vois, ils se sont dit, bon, on va peut-être se calmer là, parce que si on continue dans la logique, on va tout le exploser. next step, c'est qu'on s'envoie des missiles dans la gueule. Donc, il va falloir se calmer 2 secondes sur la question. Avoir besoin de toucher le fond à chaque fois. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup, beaucoup, Nicolas. Il y a quelque chose qui t'a marqué dans cette interview avec lequel tu repars, qui t'a éclairé, amusé, énervé? Ce qui m'a vraiment éclairé, c'est vraiment cette connexion. Tout à l'heure, tu as utilisé l'image du petit poussé, donc connecting the dots. C'est cette connexion des points et où j'avais pas réalisé, en fait, je m'étais jamais vraiment posé la question, que cette manière atypique que j'avais de percevoir le monde ou de penser ou d'imaginer m'a vachement guidé dans toute ma vie et dans tout ce que j'ai fait. Et que même quand j'ai tenté consciemment ou inconsciemment de la réprimer, de la mettre de côté pour être plus normé, plus
plus rentrer dans le système, etc. C'est là qu'en fait c'est ressorti et que ça m'a permis de créer et de faire des choses à ma manière, qui est une manière aussi qui a touché les gens, qui faisaient des mini sauts quantiques. Tu vois, dans l'histoire de Elon Musk, moi j'étais sans doute le mec qui a eu l'idée, mais qui se serait fait jarter de sa boîte si j'avais un Elon Musk dans le truc. Ouais. Je suis pas un Elon Musk, je suis le premier mec qui a l'idée, qui commence à développer, et ensuite, tu as un rapace comme lui qui vient, qui voit le truc et qui dit c'est génial, et on va le... Tu vois, si Elon Musk, si ces gens, par exemple, si un mec comme Elon Musk était capable de collaborer, tu vois, s'il voyait le fondateur et qui disait, waouh, on va vraiment. Moi, j'ai ce skill set. Moi, c'est ce que je sais faire. Je sais pas imaginer, mais je sais développer. Toi, tu sais qu'on continuons de travailler ensemble et on va avoir 50-50. Tu vois, ce serait un monde idéal. C'est un peu ce qui s'est passé avec l'Apple. Il y avait Steve Wozniak et Steve Jobs. Et Wozniak avait eu vraiment l'idée initiale de créer ce truc-là. Et puis c'est Jobs Qui a qui développé. l'a amené là où c'était. Et puis Jobs est devenu la face d'Apple comme Elon Musk. Mais tous ces gens-là sont un petit peu des psychopathes. Ils sont Ouais. un petit peu Asperger. Ils sont un petit peu sur le spectrum où ils arrivent. Alors peut-être que c'est la qualité. On a tous les qualités de nos défauts. Tu vois, c'est un autre Il truc de faut ça pour l'humanité être en très équilibre. important. Ben, pour moi, si tu veux, les deux trucs de philosophie, c'est d'un côté, il faut tout pour faire un monde, et de l'autre côté, on a tous les qualités de nos défauts. Mm. Une fois que tu comprends ça et que tu acceptes ça, je pense que tu traverses la vie, tu traverses le monde de manière beaucoup plus informée, de manière beaucoup plus relaxe. Tu vois, parce que tu te dis, cette personne a les qualités de ses défauts. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Même un mec comme, par exemple, Steve Jobs était pas un mec sympa du tout. Mm. C'était un mec qui terrorisait ses employés. Il n'a pas été sympa avec sa famille, sa fille, etc. Einstein était pas sympa du tout. Pourtant, c'est un grand philosophe. Les trucs qu'il écrivait sont géniaux. C'est un mec génial pour l'humanité. Dans la cellule familiale, c'était un enculé. Il a volé les idées de sa femme, qui était elle-même une grande physicienne. Il l'a super maltraité. Il n'était pas sympa du tout avec ses enfants. C'était pas un mec sympa. Humainement, c'était pas un mec cool. Et pourtant, c'est des mecs, personne ne se souvient que Einstein était un père et un mari horrible. C'est horrible. C'est horrible et en même temps, ouais, trop sensible. Est-ce que tu peux amener une idée aussi loin? Je sais pas. Merci Nicolas pour tout ça Bah, écoute, my pleasure. et à My bientôt. pleasure. À très bientôt. Ciao. As if